Alors, merci, professeur Ange, et je remercie le SPMAD et SPOI de m'avoir attendu à cette heure très tardive de la conférence. J'ai pas pu me libérer plus tôt, parce que hier, je suis venu d'un meeting qui était organisé par le ministère de la Science, parce qu'on a été pendant les 5 dernières années, on a été subventionné par le ministère à étudier les effets toxiques des nanoparticules. Bon, donc je suis arrivé il y a 24 heures, je suis déjà... mais j'ai tenu à venir quand même parce que c'est la première fois que je suis à Madagascar et je suis très content de l'accueil que j'ai reçu. Et je tenais à venir parce que je voudrais vous parler de l'asthme sévère. Vous en avez écouté Ali Benkeder qui vous a déjà parlé de l'asthme sévère et du problème clinique de l'asthme sévère, comment le différencier d'un asthme qui est difficile à traiter. Vous avez entendu des traitements possibles qui vont venir pour l'asthme sévère. Et vous avez entendu aussi cette discussion de qu'est-ce que c'est que l'asthme. Alors, c'est un petit problème de parler de l'asthme sévère quand on discute déjà qu'est-ce que c'est que l'asthme. Et aussi, on discute de cette hétérogénéité de l'asthme. Et en fait, GINA 2015, c'est la première fois dans GINA que la définition de l'asthme, le premier mot, c'est asthme is a heterogeneous disease. Donc, GINA a mis l'hétérogénéité dans la définition. Et c'est une hétérogénéité qui est reconnue par tous les cliniciens. Tous les cliniciens qui traitent l'asthme, ça est reconnu depuis, c'est pas depuis qu'on a inventé le mot asthme. Donc c'est pas nouveau, mais c'est nouveau du point de vue que pour progresser, pour essayer d'avoir de nouveaux traitements, des traitements plus efficaces, je pense qu'il faut maintenant faire vraiment cibler ce terme hétérogène. Qu'est-ce que c'est cette hétérogénéité? Donc, c'est ça que je voudrais vous parler, les phénotypes d'asthme sévère, et comment, si on réussit à définir cette hétérogénéité, on pourrait traiter spécifiquement ces phénotypes qu'on va décrire. Et en fait, les phénotypes, c'est une description des symptômes cliniques, de la pathophysiologie. Et en fait, c'est pas une description qui est à la base de la cause de cet asthme. Et en ce moment, on parle beaucoup d'un terme que certains d'entre vous ont entendu, endotype d'asthme. Un endotype d'asthme, c'est une description d'un type d'asthme à la base de la cause de cet asthme. Donc il y a une différence. Alors j'ai des déclarations d'intérêt à vous annoncer. C'est le financement de mon voyage pour aller au congrès, de ce congrès, a été par Boehringer. Alors, je commence par ce diapo que vous avez déjà vu. C'est la plus récente recommandation de GINA 2015. Et ce que j'ai mis là, ce que j'ai ajouté, ce sont des termes qui parlent de la sévérité de cet asthme. Donc un asthme léger, un asthme modéré, un asthme sévère. Ces termes sont des termes très français. En fait, ces termes, je les ai appris de Philippe Godard. En 1999, on a publié dans le ERG la définition de l'asthme sévère. Donc l'asthme sévère, c'était un asthme qui ne répondait pas au traitement qu'on a donné aux malades. Donc ce sont des traitements au palier 4 et 5.
Et aussi, ces asthmatiques ont été revus pendant 6 mois par un médecin qui sait traiter les asthmes. Ça, c'était dans la définition de 1997 qui était repris par Pascal Chanet dans la définition de 2006. Donc, c'était déjà là, en 1999. C'était une définition qui était moins compliquée que la définition de l'ATS. Mais je veux revenir sur ça. Alors, je veux revenir sur ça parce que la définition plus récente que vous avez vue, que Ali vous a montrée, c'est la définition qui a été publiée dans l'ERG en 2014. Donc c'est une définition qui n'est pas tout à fait différente de la définition de 1999 de la définition de l'ERS, mais c'est une définition qui est un peu plus précise sur le point de vue du traitement. Et en fait, on parlait seulement de high dose inhaled corticosteroid therapy dans la définition de 1999, mais maintenant on parle du traitement du combo ICS et LABA. Donc, à ce palier 4-5, il y a aussi l'addition des leucotriene modifiers ou bien de la théophiline, ou de la corticothérapie systémique pour plus de 50% de previous year. Bon, je prends le commentaire de Ali qui, comment est-ce qu'on peut mesurer ces 50%, mais on l'a accepté. Mais la chose la plus importante, c'est la dernière phrase qui est ici. C'est to prevent it from becoming uncontrolled and which remains uncontrolled despite this therapy. Donc, c'est répété ici. Donc, un patient est considéré comme ayant un asthme non contrôlé si au moins l'un de ces caractéristiques est présente, une mauvaise contrôle des symptômes, des exacerbations sévères et aussi des exacerbations graves mais fréquentes et une limitation des débits aériens. Donc, vous voyez là la constance de cette définition d'un asthme non contrôlé, ce sont les symptômes, les exacerbations et la limitation des débits aériens, donc un syndrome obstructif. Et vous voyez là peut-être qu'il y a des phénotypes d'asthme qui sont composés par des asthmes qui sont des symptômes qui sont contrôlés, mal contrôlés, ou bien des asthmes qui sont spécifiquement avec des exacerbations, ou bien des asthmes spécifiquement qui ont une limitation des débits aériens. Alors, dans la définition, je pense que c'est aussi important de mettre l'emphase sur ces points ici. Donc, un asthme sévère, ça pourrait être un asthme non contrôlé alors qu'il est pris en charge par un traitement maximal à forte dose. D'accord? Donc, ça, vous prenez votre traitement très bien, vous avez une bonne adhérence et votre asthme est non contrôlé. Donc, ça, c'est un asthme sévère parce que vous avez donné tout ce que vous pouvez à votre malade et il est toujours non contrôlé. Ou bien cet asthme est contrôlé avec ce traitement maximal, mais si vous diminuez le traitement, l'asthme reste non contrôlé. Et là, il y a ce thème de comment est-ce qu'on dit of side effects of drugs, des effets secondaires donc particulièrement avec la corticothérapie, où il y a, comme vous le savez, particulièrement avec la corticothérapie orale, mais aussi avec les fortes doses de corticoïdes inhalés, des effets secondaires. Donc, il y a ici une balance entre un asthme contrôlé et puis les effets secondaires. Donc, je vais passer tout de suite donc sur le GINA 2015, parce que en GINA 2015, l'autre addition dans GINA 2015, c'est la description de l'asthme sévère. Donc, c'est la première fois en fait dans GINA, on trouve ce terme l'asthme sévère. Alors, des investigations menées dans l'asthme sévère confirmaient le diagnostic d'asthme. Si vous traitez les asthmatiques tous les jours, vous savez ce qu'il faut faire. Je ne vais pas passer plus temps que ça, mais c'est important de dire qu'il faut confirmer le diagnostic d'asthme. Et là, bon, on pourrait parler pendant 1 heure sur ça, mais bon. Rechercher des comorbidités.
Vérifier la technique d'inhalation de l'observance médicamenteuse, ça c'est un problème qui est toujours là. En fait, c'est normal pour les gens de ne pas prendre des médicaments. Monsieur tout le monde, il prend pas des médicaments tous les jours. Ça il faut le mentionner. Alors il y a un très grand effort à faire ici. Rechercher une exposition environnementale persistante, des allergènes. OK. Et là, bon, ça, quelquefois on le retrouve, quelquefois on ne le retrouve pas, mais ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas un problème environnemental, seulement que ce qu'on sait maintenant, on trouve pas on n'arrive pas à trouver une exposition allergie, bien de type de pollution. Donc, gestion de l'asthme sévère, encore une fois, c'est un peu une répétition, mais il est important de le dire. Optimize the dose of ICS and LABA. Moi, je pense qu'il faut que tous ces malades, avant de les définir comme un asthme sévère, de les donner le ICS and LABA à la plus forte dose qui est recommandée. Donc, par exemple, si on s'en sert du beclométasone dipropionate, moi je proposerais de mettre le malade sur un maximum de 2000 microgrammes, ou bien équivalent de ce que vous savez. Pendant 3 mois et voir s'il y aurait une amélioration de l'asthme. Parce que, bon, la réponse au corticodinalé, on sait que après une dose de 1000, c'est plutôt plat, mais il y a quand même des gens qui pourraient répondre à une plus forte dose. Consider low dose maintenance oral corticosteroids. Au lieu d'avoir des malades, d'avoir des exacerbations tous les 4 mois, prendre une augmentation, une dose de corticoïdes inhalés, mais considérer un low dose maintenance oral corticothérapie. Mais en fait, cette recommandation, on a très peu d'évidence que ça marche, mais on le considère. Add-on treatments without phenotyping, la thiotropium, la théophiline et le cotraïne inhibiteur. Et vous voyez là, limited benefit, on a discuté de la théophiline, et je pense que la théophiline aussi c'est un peu limité, mais dans notre clinique, on s'en sert, on donne un traitement pendant 1 ou 2 mois, on voit si ça marche, ou si ça ne marche pas, on l'arrête. Alors là, ça c'est une addition dans le GINA 2015. C'est le Phenotype Guided Treatment. C'est-à-dire, si on peut mesurer quelque chose qui nous dit que c'est un certain type d'asthme, on peut peut-être donner un traitement plus spécifique. Et je pense qu'en ce moment, on n'est pas tout à fait là, mais il y a quelques traitements qui ont été ajoutés pendant les 5 dernières années, par exemple les anti-IgE, qui est un traitement très très ciblé, et donc il faut les donner aux gens, aux asthmatiques, qui ont une élévation d'IgE ou qui ont une allergie, un severe allergic asthma. Donc c'est sévère parce que c'est un traitement qui est vraiment très cher, il ne faut pas le donner à tout le monde, il faut le donner au severe allergic asthma. Alors là, ils ont mentionné le sputum guided treatment to reduce exacerbation and or steroid dose. Et là, je suis d'accord avec Ali parce que faire du sputum, c'est pas simple, hein, c'est vraiment très compliqué, hein, du point de vue de la clinique. Mais je pense qu'on pourrait peut-être le remplacer par faire un dosage des isonéphilie dans le sang. Mais c'est moins spécifique que si on le mesure dans le sputum. Et l'autre problème aussi, c'est que il y a seulement un des 2 asthmatiques sévères qui vont produire du sputum. Ça, c'est un autre problème.
Alors là, il mentionne le aspirin exacerbate heart disease, parce que je pense que tout le monde peut le reconnaître très facilement. Ils disent, consider add-on leukotriene receptor antagonist. Mon point de vue, toutes les études qui ont été publiées là-dessus n'ont pas été vraiment très positives. Bon, c'est possible parce que dans l'aspirine exacerbate heart disease, il y a dans certaines études une augmentation de la production des leucotriènes. Et puis il y a des non-pharmacologic interventions, la bronchothermoplastie que vous avez entendu, il faut faire 3 bronchoscopies qui durent chaque pendant 45 minutes à 60 minutes. Mon point de vue, c'est que ce traitement, il a été recommandé avec un minimum d'études. Moi, j'ai un problème avec ça. Et puis, les effets secondaires de la thermoplastie, je pense qu'ils ont été un petit peu minimisés. Parce que les études qui ont été publiées, en fait, toutes ces études ont été faites dans des asthmes modérés. Il y a seulement une étude qui a été faite, qui est une étude Open Study, qui a été faite sur 30 malades. C'était une étude parallèle, donc il y avait seulement 15 malades d'asthme sévère qui ont reçu la bronchothermoplastie. Et notre expérience dans les asthmes sévères pour la bronchothermoplastie, c'est des effets secondaires après le traitement. On a eu des malades qui sont restés dans l'hôpital pendant 2 semaines avec une corticothérapie forte pour les rétablir de cette thermoplastie. Alors, adhérence à un promoting programme, ça c'est important. Alors, je voudrais maintenant vous parler de cette étude qui vient de terminer. On l'appelle UBioPred. Donc, c'est une étude européenne qui a été financée par le European Union et aussi par la compagnie pharmaceutique européenne, l'association des pharmacies européennes. Alors, pourquoi l'UBioPred? Donc, l'UBioPred a débuté en 2010. Donc, c'était le fait qu'on ne connaissait pas ce que c'était l'asthme sévère. Vous avez vu une définition de l'asthme sévère, mais ça, c'est une définition très pragmatique. C'est une définition à la clinique. Il ne nous dit pas qu'est-ce qui cause cet asthme sévère. Pourquoi est-ce qu'ils ont un asthme sévère? Quel est ce mécanisme de ces asthmes sévères? On ne le comprend pas. Et comment le traiter? Alors, c'est pourquoi on a commencé UBioPred. C'est pour voir si on pourrait expliquer un petit peu pourquoi cet asthme devient sévère en mesurant des biomarqueurs. Donc cette main-là que vous trouvez, c'est le handprint de l'asthme. Donc on voudrait comprendre ce handprint de l'asthme. Alors on vient de publier cette cohorte qu'on a recrutée dans le IRJ et je voudrais vous décrire un petit peu cette cohorte parce qu'elle décrit un petit peu ce que c'est cet asthme sévère. Donc tous ces asthmatiques qu'on décrit comme asthme sévère ici, c'est d'après la définition que je vous ai montrée. Donc on a 2 groupes d'asthme sévère, on a des non-fumeurs et puis on a des fumeurs et des ex-fumeurs et vous allez comprendre pourquoi on a recruté ces fumeurs et des ex-fumeurs parce que c'est certainement de définir un petit peu ce que c'est ce syndrome maintenant qu'on appelle ACOS, etc. Et donc, on a su recruter des asthmes modérés et aussi des non-asthmatiques. Je pense que c'est très important d'avoir recruté ces groupes, en fait, contrôle, des groupes contrôle pour ces 2 groupes d'asthme sévère. Donc 617 participants, on a recruté en France, en Belgique, en Italie, en Angleterre certainement et dans les pays nordiques, et aussi en Pologne. Donc vous voyez là, c'est une maladie, donc ça ce sont des adultes. On a aussi recruté des enfants,
mais je veux pas vous décrire les enfants. Ça, ce sont les adultes. Donc, pour les adultes, c'est l'asthme sévère, c'est plutôt des femmes âgées environ 50 ans, qui ne sont pas obèses, mais qui sont presque obèses, un IMC de 29, des exacerbations à 2,5. Ça c'est vraiment très haut. Des yeux qui sont un petit peu augmentés, une atopie qui est vraiment très forte, mais pas aussi forte que dans les asthmes modérés, des polypes nasaux, un tiers, une VMS qui est anormale, qui est réduite, bien plus réduite que dans l'asthme modéré, et des corticoïdes oraux, 50%, des énophilies dans l'expectoration, et le NO exhalé, mais qui n'est pas plus haut que dans l'asthme modéré. Donc vous voyez un petit peu cette image de cet asthme sévère. Je ne veux pas vous parler des fumeurs et ex-fumeurs parce qu'on est en train de voir ces résultats. Mais vous voyez ici qu'il y a en fait très peu de différence entre ces deux groupes. Alors, pour mettre l'emphase sur la comorbidité, donc il y a deux comorbidités qui sont plus fréquentes dans les asthmes sévères. La cohorte A et B sont les deux cohortes d'asthme sévère. Les nasal polyps, comme j'ai dit, un tiers. Et là, le reflux, le GERD. Et vous voyez là, entre ces deux groupes A et B, il y a environ 50% qui donnent des symptômes de reflux. Tandis que pour les autres comorbidités, il n'y a pas de différence entre la cohorte C, qui est l'asthme modéré, et les deux autres cohortes qui sont des asthmes sévères. On a aussi mesuré on a donné d'autres questionnaires par le ACQ5 et AQLQ, qui sont les questionnaires classiques qu'on donne aux asthmatiques pour mesurer leur contrôle et pour mesurer la qualité de vie. Et vous voyez là que dans ces deux cohortes d'asthme sévères, ils sont tous, ils ont des asthmes non contrôlés, comparés avec des asthmes modérés, et ils ont une qualité de vie qui sont inférieures à ceux des deux autres groupes. Mais il y a aussi d'autres indices de anxiété et depression score, le HAD score, le Sinonasal Outcomes Test, qui est vraiment très affecté, de ce score très haut en fait, et qui va avec un tiers de cette population qui ont des nasal polyps. Et puis, ils dorment mal, le Epworth Sleepiness Score, ils dorment mal, pas parce qu'ils ont un syndrome, un OSC, comme on dit en anglais, mais je ne sais pas comment on dit. Donc ils ont ces problèmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces paramètres cliniques? Alors, on a fait comme on a fait dans l'étude américaine ou dans l'étude de Leicester que Ali vous a montré. On a fait un clustering non supervisé. Donc, on s'est servi de la méthode clustering classique qu'on s'en sert sur les caractéristiques cliniques. Donc, on s'est servi de 8 caractéristiques cliniques pour aboutir à des clusters. Donc, ça, c'est un clustering sur les paramètres cliniques ou physiocliniques, si vous voulez, parce qu'on a la VEMS, etc. Donc, cette partie de cette étude a été faite par le groupe de Charles Offray, qui est un bioinformaticien qui est maintenant à Lyon, dans l'Institut bioinformatique ou de système biologique à Lyon. Alors, je ne veux pas vous montrer toutes les formules qu'on s'est servi, mais seulement quels sont ces clusters qu'on a décrits. Et en fait, dans ces clusters qu'on a décrits, il y en a beaucoup de similarités dans les autres clusters qui ont été publiés dans d'autres études, dont dans l'étude américaine
Donc, on a 4 clusters. 4 clusters qui sont très stables d'un point de vue mathématique, je ne veux pas vous en décrire plus que ça, mais on voit que on a en fait 3 clusters d'as sévères, le cluster 2, 3 et 4, tandis le cluster 1, ce sont des as qui sont de modéré à sévère, mais qui sont très bien contrôlés, et en fait, en moyenne, ce sont des doses moyennes à fortes de corticoïdes inhalés. Et il n'y en a aucun de ce groupe qui prennent de la corticothérapie orale. Alors, dans ces 3 groupes de clusters 2, 3 et 4 d'as sévères, vous voyez qu'il y a une très bonne définition d'un cluster qui a des exacerbations fréquentes qu'on trouve chez des femmes particulièrement obèses. Okay? Donc, je pense que pour parler de la pathophysiologie, il faut y penser maintenant comment est-ce que cette obésité, chez les femmes, qui arrivent à avoir des exacerbations fréquentes. Alors, les 2 autres as sévères sont associés avec une obstruction bronchique. Et le cluster 2 est particulièrement chez les fumeurs ou ex-fumeurs, et tandis que le cluster 3, il y a la dépendance aux corticoïdes oraux. Et en fait, aussi, au cluster 2, c'est un asthme à début tardif, qui va un peu bien avec les fumeurs ou ex-fumeurs. Donc, on voit qu'on a ces clusters qui, je pense, pour ceux qui voient ces malades sévères très souvent, vous n'allez pas être surpris qu'on ait ces quatre clusters. Alors, le but de Yuval et Pred, c'est d'essayer d'expliquer ces clusters, de voir la pathophysiologie de ces clusters, de ces 4 clusters. Alors ici, sur un seul diapo, je vous mets les mécanismes de l'asthme sévère. Je pense qu'il y a presque tout qu'on a décrit sur l'asthme dans ce diapo. Il est en 3 parties. Pour la partie de pathophysiologie, bon, c'est un peu simplifié, mais c'est pour peut-être essayer de simplifier un peu pour vous. Comment on considère les mécanismes de l'asthme en ce moment. Donc, au centre, ce que j'ai mis là, ce sont ce qu'on appelle les TH2. Donc, on décrit très bien un asthme à la base des TH2. Donc, les TH2, ce sont des cellules helper T2 qui produisent les IL4, IL5 et IL13. Et ces cytokines, ils ont des effets sur les eosinophiles, sur la production des IgE, sur les mastocytes et la libération de ces biomarqueurs comme l'histamine et le leucotriène. Alors, dans les 4 ou 5 dernières années, il y a une autre cellule qui n'est pas des cellules T, mais des innate lymphoid cells qui ont été décrits. Et le type 2, en fait, sont qui peuvent aussi produire particulièrement les IL4 et les IL13, et aussi un petit peu de IL5, qui entrent en scène, et puis l'interaction des ILC2 et les TH2, on comprendra un petit peu. En ce moment, il y a beaucoup de recherches, donc c'est une cellule qui a été décrite dans l'asthme il y a très, très peu de temps. Alors, ce que j'ai mis ici, je pourrais l'appeler les non-TH2, ça, on est en train de les décrire. Ali a mentionné les TH17, mais il y a aussi peut-être aussi les TH1. Et là, il y a beaucoup de recherches qui s'en vont, particulièrement en les reliant à une inflammation à neutrophile. Tandis que le TH2, c'est une inflammation à éosinophilie. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres pathways qui vont certainement être décrits. Et il ne faut pas aussi oublier ce remodelage qui est très important, peut-être qui est à la base de cette obstruction bronchique, particulièrement avec cette augmentation du musclis bronchique. Et la dernière chose que je voudrais mentionner ici, c'est en haut de ce diapo. Parce que je pense que
les 10 dernières années, on a compris un petit peu plus cette interaction entre l'espace extérieur et les bronches. Et la grande découverte des 10 dernières années, c'est que on sait maintenant qu'au niveau de l'épithélium, ces allergènes, ces virus ou ces particules de pollution ou des oxydants, ils interagissent avec l'épithélium pour produire ces cytokines qui ont des effets antérieurs, comme par exemple en stimulant les ILC2 ou même les TH2. Donc c'est TSLP, IL33 et IL25. Et ça, je pense qu'il y a maintenant une évidence qui est vraiment qui va en augmentation. Et en fait, il y a maintenant des études sur des anticorps de IL33, IL25 et de TSLP dans l'asthme. Mais c'est un stage début. Donc, c'est ça qu'on comprend du mécanisme de l'asthme. Maintenant, je vais tout de suite passer à l'évidence des TH2. Donc, c'est cette évidence de Woodruff, dans un papier publié en 2009, où il a fait une analyse transcriptomique des epithelial brushings. Et là, vous voyez, c'est un clustering qu'il a fait. Donc, c'est des malades, il y a eu des malades légers à modérés, avec des sujets sains. Et vous voyez, il y a deux groupes. Quand on regarde particulièrement ces gènes qui sont des gènes de TH2. Et vous voyez un groupe très rouge, un groupe bleu, c'est-à-dire que le groupe rouge avec cluster 1 qui a une très haute expression de ce gène à TH2 et l'autre groupe qui a un low expression. Et quand il regarde aux caractéristiques cliniques du rouge versus le bleu, et il voit que le rouge a plus d'éosinophile dans le sang et dans le lavage broncho-alvéolaire, une augmentation des IgE sériques, une augmentation de mucine MUC5AC, une augmentation de IL5 et IL13, qui sont les deux autres TH2 cytokines dans les biopsies, une augmentation de la hyperactivité bronchique, et que ces high expression des TH2, quand vous lui donnez des corticoïdes inhalés, ils ont une augmentation de la VMS, c'est-à-dire qu'ils répondent, tandis que ceux avec low expression ne répondent pas. Donc sur les non-répondeurs ici, avec les corticoïdes inhalés, et les répondeurs ici, les répondeurs sont les ITH2. Alors ça, c'est un schéma qui est pas tout à fait correct, mais je pense que ça illustre un petit peu la façon dont on est en train de voir quels sont les phénotypes de cette race sévère. Donc la définition, c'est une définition de parapluie. Donc sous la parapluie, il y a le traitement, les symptômes, les exacerbations et la VEMS. Ça, c'est la définition de la sévère. Et on prend ces gens, donc dans l'UBioPred, on a maintenant, c'est pas 450 malades sévèrement, et ce qu'on est en train de faire, c'est de voir quels sont ces endotypes. Et alors, sur ce diapo, on a divisé les endotypes dans les TH2 high et les TH2 low, et sur le TH2 high, peut-être qu'il y a ce early onset allergique, et ce late onset eosinophilique, parce que l'éosinophilie, ça c'est relié à TH2. Et le TH2, low inflammation, c'est un petit peu un mélange de tout autre mécanisme par le TH2. Ça c'est un petit peu, comme on dit en anglais, un mixed bag. Alors, donc, peut-être qu'il y a les obèses avec ces exacerbations, et peut-être qu'il y a les asthmatiques neutrophiliques, peut-être à la base d'une augmentation de certaines bactéries dans leurs bronches. Et en fait, comme Ali a mentionné, il y a des études de microbiome, en fait, une étude qu'on va publier dans PLOS ONE, où il y a certainement certaines bactéries qu'on retrouve en très grande abondance en comparaison avec des asthmes non modérés. Et vous vous demandez qu'est-ce que ça peut faire. Peut-être que ça s'est relié avec une inflammation neutrophilique. Et peut-être que ce sont ces gens qui répondent aux antibiotiques, que les asthmes qui répondent aux antibiotiques. Et je pense qu'il faut voir ça. Donc,
Je reviens à l'Ubaïpred parce que l'Ubaïpred, c'était pas seulement pour collecter des malades sévères, mais aussi pour collecter un bon nombre de plasma, de sputum, de l'urine, pour découvrir ces marquages de l'as sévère. Et donc, on a un biobank avec tous ces samples. Et puis, on a fait de la transcriptomique, de la métabolomique, on a fait du microbiome aussi. Et tout ça, on est en train de l'analyser avec de la bioinformatique, etc., avec un knowledge management platform, et pour découvrir le handprint de Siveasma. Donc on est là, on a terminé, mais on est en train de continuer à faire toute cette intégration, etc. Ce diapo, c'est vraiment très simple de dire qu'on fait ça, mais c'est vraiment une analyse qui est vraiment très compliquée. Alors, je voudrais seulement vous donner un petit snippet de ce qu'on a trouvé. Par exemple, dans ces 4 clusters que je vous ai décrits, ce que je vous montre ici, c'est dans le sputum qu'on a obtenu dans 50% de ces malades sévères, on a pu doser des protéines. Donc on s'est servi d'une technique où sur un spécimen de sputum, on a mesuré 1200 protéines. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans ce cluster, par exemple dans le cluster 2 versus cluster 1, on a comparé quelles sont les différences ou quelles sont ces protéines qui sont différenciées dans ces 2 groupes. Alors vous voyez là, on va parler de ça seulement pour cluster 2 versus cluster 1. Alors, vous pensez que cluster 1, c'est l'as modéré à sévère, mais qui sont très contrôlés, mais cluster 2, ce sont des malades avec une obstruction asthmatique et qui sont des smokers, des fumeurs. Et vous voyez qu'il y a IL-16, CTAP2, trypsin 2, GM-CSF qui sont différenciés, qui sont plus hauts en fait dans le cluster 2. Et donc le GM-CSF par exemple, on sait que c'est un cytokine qui est à la base de la neutrophilie dans les fumeurs, dans les fumeurs, de la neutrophilie dans les poumons. Et IL-16, c'est un T-cell chemoattractant qui a été décrit en fait dans cet type d'asthme. Alors vous voyez comment en comparaison avec ces protéines, vous voyez qu'il y a des différences dans d'autres groupes que je ne vais pas discuter, mais en analysant ça, on pourrait retrouver des biomarqueurs spécifiquement pour certains de ces clusters, de ces 4 clusters qu'on a décrits. Alors, ça c'est un travail qui est en progrès pour le BlueBioPred. On a terminé maintenant quelques 4 ou 5 papiers qu'on va soumettre, donc à Nature. Je n'aurai pas le temps de vous décrire ce qu'on... mais peut-être la prochaine fois. Alors, ce que je vais passer maintenant, c'est vous décrire un petit peu ce qui se passe dans le domaine des traitements de l'asthme, et particulièrement de l'asthme sévère. Alors, vous voyez là, j'ai déjà pour plus d'un siècle de traitement de l'asthme, qui a commencé en 1900 avec l'adrénaline, etc. Et puis, dans les années 1990, on a l'établissement de long-acting beta-agonist avec le ICS, donc un traitement de base qui est maintenant reconnu. C'est ce que Gina nous dit de faire, de traiter les asthmes. Et on a aussi eu d'autres médicaments, nouveaux médicaments, comme les inhibiteurs. Et puis, tout récemment, les anti-IgE, qui est un traitement à base d'anticorps, le premier anticorps qu'on s'est servi dans l'asthme, qu'on se sert toujours maintenant pour les severe allergic asthma. Et puis, on a défini l'asthme sévère, où en fait, on a reconnu un peu le problème de l'asthme sévère. Et dans les années 20, 10, etc., on a commencé à penser de cette stratification au niveau des biomarqueurs. Alors, ce que je vais vous décrire maintenant, c'est que en 2016, on va trouver d'autres traitements.
de base d'anticorps, et puis particulièrement les anti-IL-5 qui ont été approuvés par le FDA et aussi par le EMA, qui est l'agence européenne pour les nouveaux médicaments. Alors, donc il y a maintenant l'emphase sur cibler les interleukines ou les cytokines, et la plupart de ces activités c'est sur le TH2, bien qu'il y a eu des ciblages sur le non-TH2, mais ces ciblages n'ont pas marché. En fait, par exemple, les IL-17, le TNF-alpha, le CXCL8, et je pense qu'ils n'ont pas marché parce que, par exemple, le TNF-alpha, il y a eu un problème des effets secondaires qui sont vraiment très importants, par exemple du cancer ou bien des infections qui surviennent avec le TNF-alpha, qui est très intéressant parce que ce traitement du TNF-alpha, il est pour la rhumatoïde arthritique, où on retrouve bien moins de ces problèmes d'infection ou de cancer. L'IL-17, il n'a pas très bien marché. Je pense que ça n'a pas été vraiment ciblé pour une population d'asthmatiques spécifique, et je pense qu'il reste à découvrir quelle est cette population qu'on doit cibler. Et je pense que c'est lié au fait qu'on comprend pas très bien le rôle de IL-17 dans l'asthme en ce moment. Okay. Donc, toute l'emphase est sur le TH2. Et en fait, vous voyez IL-5, IL-13, IL-4 récepteur alpha. Donc ça, c'est un anticorps avec le récepteur, non pas avec le cytokine elle-même. Mais en adressant le IL-4 alpha, on arrive à inhiber les effets de IL-4 et IL-13 en même temps. Donc ça, c'est dupilumab. IgE, on en a déjà parlé, au omalizumab, bien qu'on est en train d'étudier un agent qui est bien plus puissant que omalizumab en termes d'inhibition de IgE. Il y a IL-13, et vous avez vu l'ibruximab, et finalement IL-5, mepolizumab et risluzumab, et en fait il y a aussi un anticorps avec l'IL-5 alpha, le benralizumab. Je pense que pour les anti-IL-5, particulièrement avec le mepolizumab, je vais vous montrer 4 ou 5 diapositives, mais je voudrais commencer avec cette étude de 2007 qui a été négative. Donc c'est une étude qui a été, c'était la première étude dans les asthmatiques, mild to moderate asthma. Il prenait de ICS de 1000 microgrammes par litre de BDP, et il était symptomatique. Donc c'était ces asthmatiques qui ont été choisis. Et vous voyez là, au terme de VMS, il n'y a pas d'effet, bien qu'il y avait un effet majeur sur les éosinophiles sanguins. Et cette étude avait, c'est une étude de GSK, et GSK avait presque littéralement abandonné mepolizumab. Mais il n'y avait pas d'effet. Il y avait peut-être un petit effet sur les exacerbations, mais ça c'était dans un groupe qui n'avait pas beaucoup d'exacerbations. Mais comme vous le savez maintenant, cet anticorps, le mepolizumab, il va être sur le marché l'année prochaine, vers la fin de l'année prochaine. Et donc, je vais vous montrer maintenant cette étude de phase 3 qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine à la fin de 2014, pour vous démontrer que, en fait, le mepolizumab, quand vous ciblez une population spécifique, vous trouvez un très bon résultat sur l'exacerbation. Une réduction sur l'exacerbation à 50%. L'effet de la VMS, je pense qu'elle est très petite, bien qu'elle est significative, je pense que c'est très petit, et vous vous demandez si ça a un effet clinique
sur le malade. Mais cette réduction de 50% des exacerbations, je pense que c'est très important. Alors, le plus important point dans ce diapo, c'est quelle est la population qu'on a étudiée. Donc, c'est une population qui a des exacerbations, plus de 2 exacerbations par année, forte dose dose maximale de ICS et une éosinophilie sanguine de plus de 150 par microlitre. Donc, il se servir d'un biomarqueur qui est vraiment que tout le monde peut doser, mais une population d'asthme sévère. Autre résultat qui a été publié dans la même édition de New England, c'est le oral corticosteroid effect. Donc vous avez vu dans le bas, près de 50% de ces malades sont sur corticothérapie orale. Et même chose, même population, mais cette fois-ci, cette population prend une dose de prednisone tous les jours. Et vous voyez là qu'ils ont réussi, pendant le traitement, de réduire la dose de prednisone, qui est significatif. Et vous voyez là qu'il y a un très gros variation de cette réduction de dose. Je pense que c'est un petit peu qu'on retrouve dans ces études de glucocorticoid sparing. À chaque fois, c'est vraiment, il y a une grande variation. Mais c'est significatif. Et en même temps qu'ils prennent moins de traitement, il y a moins d'exacerbation. Donc cette réduction d'exacerbation n'est pas aussi grande qu'on en voit précédemment, mais c'est en présence d'une réduction de cette dose de prednisolone. Et vous voyez ici aussi, hein, il y a une amélioration de ce ACQ-5 score, c'est-à-dire que cet asthme devient plus contrôlé, bien que le malade prend moins de prednisone. Et pour vous démontrer que c'est pas seulement avec mevlizumab, mais avec reslizumab, qui est développé par Teva, un anti-alpha contrôlé isoefficacement, et on retrouve la même chose. Donc une réduction d'exacerbation avec un rate ratio de 0.5, c'est-à-dire 50%. Ici, une plus bonne augmentation de la VEMS et une amélioration du LQFQ. Et vous voyez là, ici aussi, donc ICS plus controller. Je pense que ce sont des malades un peu moins sévères que dans l'étude précédente. Une exacerbation plus l'année précédente, ACQ greater or equal to 1.5, mais une eosinophilie à plus de 400. Alors ça, il y a cette différence, mais il retrouve dans cette population presque les mêmes résultats, peut-être un peu plus de réponse à la VEMS. Et finalement, pour vous démontrer l'effet sur le dupilumab, qui est, je vous le rappelle, c'est un anticorps de IL-4 récepteur alpha qui bloque l'effet de IL-4 et IL-13. Donc on ne parle pas de IL-5 ici, mais IL-4 et IL-13 qui ont des effets tout à fait différents que les effets de IL-5. Les effets de IL-5, c'est sur les eosinophilies particulièrement. Alors, je ne vais pas vous dire les spécificités de cette étude, mais seulement de vous montrer les résultats, parce que dans les résultats, vous allez voir. Bon, donc il y a un groupe placebo, vous voyez bien, et les 4 autres groupes, ce sont des groupes qui sont traités avec différentes doses de dupilumab, avec une fréquence un peu différente. Mais ça, c'est pas le point important. Le point plus important, c'est de voir comment la réponse est au sujet du niveau de l'éosinophilie sanguine. Alors, quand vous prenez toute la population dans les études de 24 semaines, vous voyez qu'il y a une amélioration de la VEMS qui est vraiment bien plus qu'on le trouve avec le mevlizumab. En pourcentage, vous voyez là, il y a 10% d'augmentation de la VEMS qui est quand même assez important. Et quand vous voyez si il y a un effet du niveau eosinophilique, et en fait dans cette étude vous voyez qu'il y a une plus grande augmentation, amélioration
si vous avez une ésophilie plus grande de 300 cellules par microlitre. Bien que vous voyez aussi qu'il y a une réponse significative si vous avez des éosophilies moins de 300. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est l'exacerbation. Alors, dans ces études, on voit qu'il y a une réduction de cette exacerbation pour 3 des 4 traitements avec le dupilumab. Mais ce qu'il faut voir, c'est cette réduction qu'on retrouve en fait de moins 70%, qui est une réduction qui est vraiment très impressionnante. Alors cette réduction, en fait, pour l'exacerbation, on le retrouve irrespectif du taux de l'ésophilie sanguine. Alors, je pense que ce dupilumab serait peut-être plus impressionnant que le méprezolumab, mais reste à voir. Mais il y a une étude de dupilumab de phase 3 qui est en train de se faire en ce moment. On verra. Donc, je vais conclure là. L'ACVR représente un état qui doit bien être discuté de l'asthme difficile à contrôler. Ça, c'est du point de vue clinique, il faut faire ce travail. Le phénotype de l'ACVR devient essentiel. En ce moment, du point de vue clinique, on ne fait pas de phénotypage, mais je pense qu'avec l'arrivée de ces nouveaux médicaments, on va faire du phénotypage du point de vue d'un niveau eosinophilique sanguine qui est très accessible. Alors, les thérapeutiques ciblées bloquant TH2 ont démontré les effets bénéfiques chez les malades pour TH sévères, qui ont une activation de TH2 forte et évidente. Alors là, on se sert du taux d'ésophilie sanguine, mais peut-être qu'il y a d'autres biomarqueurs qui vont peut-être être plus prédictifs des asthmates sévères qui vont répondre à ce traitement. Je pense qu'il faut faire ce travail. Et ce travail doit être fait, en fait, par les boîtes pharmaceutiques qui vont vendre ces médicaments. Alors, les traitements anti-alpha vont adresser aux patients faisant régulièrement des exacerbations sanguines. Mais il reste toujours à définir le groupe non TH2. Alors ça, je pense que l'UVA-PRED, on va pouvoir contribuer dans ce sens. Parce que je pense que ce serait 30% au maximum 30% des ACVR qui vont peut-être avoir ce traitement. Alors il y a 70% d'ACVR dans lequel il faut qu'on trouve d'autres traitements. Alors, le futur de l'asthme. Alors, le futur de l'asthme sera la stratification selon les données omiques pour décrire les endotypes. Sur les endotypes, c'est le phénotypage dépendant de la pathophysiologie sous-jacente. J'espère que j'ai bien écrit ça. Bon, j'ai fait une erreur là. Et découvrir de nouveaux traitements plus ciblés. Alors, comme ça, on va arriver à une nouvelle définition plus précise de l'asthme. En fait, de l'asthme sévère. Et j'espère qu'on n'aura plus la discussion au sujet de ce que veut dire le terme asthme. Et on va par définition vers une médecine plus personnalisée avec ces traitements ciblés. En fait, une médecine personnalisée. Et aux États-Unis, comme Barack Obama a mentionné au début de l'année, il faut parler du precision medicine. En fait, c'est tout. Merci. Merci beaucoup professeur Fanchen de nous avoir expliqué ces phénotypes de l'asthme et surtout ce traitement ciblé sur les interleukines. Je pense que ça nous donnera plus de précision sur le traitement futur de l'asthme et aussi d'avoir de nouvelles connaissances sur l'asthme. Bon, les questions de la professeure Chantal. Ah oui, c'est ici.
c'est bon, ça marche. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très, très intéressant, cette revue générale sur l'état actuel des connaissances. Mais j'ai en fait deux questions. On a quand même l'impression, au travers des études que vous avez montrées, qu'il va y avoir probablement un chevauchement dans les indications thérapeutiques de patients qui pourraient bénéficier à la fois de l'omalizumab et à la fois peut-être du mépolizumab et des autres molécules. Comment vous voyez la stratégie un peu de choix qui va nous être proposée? Enfin, pour nous qui évoluons dans les pays riches, on a cette chance, mais vous voyez, parce que je pense qu'on va avoir un souci de savoir on commence par quoi en premier, et quel est votre avis là-dessus? Oui, pour les patients d'âge sévère qui pourraient avoir ces THD, le ciblage des TH2, donc ils auront anti-IgE, anti-IL5, anti-IL13 et anti-IL-alpha. Alors, d'après les marqueurs qu'ils nous proposent, on a revu, j'ai revu la cohorte de l'Ubapred, il y aura vraiment un très grand overlap. Oui, il y aura des malades où on se dit, quel est le choix? Je pense que c'est le problème. En fait, pour répondre à ça, on pourrait faire une étude anti-IgE versus anti-IL5, par exemple, pour voir quel est le plus efficace. Je pense que c'est là où les boîtes pharmaceutiques ont une obligation de nous dire que faire, parce que se servir des biomarqueurs comme un niveau sanguin de ionophilie, c'est bien parce que c'est accessible, mais c'est pas nécessairement très précis. Alors sur ce point, le FDA en fait a donné son accord pour que la limite de 150 soit. Mais je pense que la limite de 150, c'est vraiment très, très généreux pour GSK. Mais la limite de 400, c'est un peu plus. Et je pense que... alors, il y a un problème sur ce niveau sanguin des ionophiles. Donc je pense qu'il doit avoir des biomarqueurs bien plus précis que ça. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Plus de questions? Non, nous allons donc remercier Monsieur le professeur Van Stang. C'est cette communication qui termine la séance de cet après-midi.